Bonjour tout le monde, ici Marthe Saint-Laurent. Vous écoutez l'émission Vivement les femmes depuis le studio de Rimouski. Aujourd'hui, je reçois une femme d'inspiration. Noémie Pomerleau-Cloutier est une autrice devant laquelle on ouvre les bras, on ouvre son cœur. Récemment installée à Rimouski après avoir quitté Montréal et son emploi en alphabétisation, elle vient de faire paraître un recueil de poésie jeunesse Tête boule disco. Or, la littérature n'est qu'un des fils conducteurs entre ses talents pour exprimer ses nombreux langages. Bonjour Noémie Pomerleau-Cloutier, bienvenue à Vivement les femmes. Allô Marthe. Vous êtes médiatrice culturelle, intervenante, brodeuse et autrice de 3 ouvrages. Tête boule disco, publié aux éditions du Boréal, La patience du lichen pour lequel vous avez reçu le prix du calque œuvre de la relève à Montréal et finalement Brasser le varech, tous les 2 publiés aux éditions La Peuplade. Noémie Pomerleau-Cloutier, vous êtes une citoyenne engagée, une femme généreuse, une belle humain, une persévérante devant les projets qui n'ont pas de bon sens, comme vous dites. Oui. Vous considérez que la gentillesse et la poésie sont les meilleures armes contre la laideur du monde. Les profondeurs de vos écrits et de votre être m'ont donné envie de découvrir vos territoires géographiques et intimes. Mais merci. C'est une belle entrée en matière. En fait, c'est assez émouvant. Merci. Ça vient du cœur, Noémie. Ça vient du cœur. Alors, les éditions du Boréal décrivent Tête boule disco, recueil de poésie dédié au jeune public, comme une œuvre qui permet de voir toutes les facettes d'un cerveau atypique et flamboyant. D'où vient cette inspiration-là? Est-ce que c'est un besoin de parler de la neurodivergence et de surcroît en langage poétique? Je ne sais qu'utiliser le langage poétique, fait que j'aurais pas vraiment pu faire un roman avec ça. Déjà, c'est une chose. En fait, j'admire vraiment les gens qui écrivent des essais et des romans parce que j'aurais pas... J'aurais cette rigueur-là, je pense, mais j'aurais peut-être pas... je pourrais avoir la patience aussi, mais c'est pas le talent que j'ai, en fait. Donc, en langage poétique, c'est ma forme pour m'exprimer. Puis, selon moi, la poésie, c'est la forme de littérature qui est la plus libre. Donc, un cerveau qui pense pas comme les autres ou qui fonctionne pas comme les autres, nécessairement, pour moi, ça allait par la poésie. Puis, pourquoi? En fait... Moi, je vis avec un trouble anxieux. C'est pas un secret, là, je m'en cache pas. Puis il y a sûrement d'autres choses qu'on n'a pas diagnostiquées parce que j'ai quand même la mi-quarantaine. Donc, dans mon temps, là, je vais sonner vraiment comme plus vieille, mais bon, c'est ça. À l'époque, on diagnostiquait pas tant que ça. Puis en plus, je suis une femme, j'ai été socialisée comme une fille. Donc, parfois, ces diagnostics-là passent là, de côté. Donc, pour moi, c'était quand même important d'y aller, de parler de ça à cause un peu de mon vécu. Je me suis toujours un petit peu sentie off, là, comparé au reste du monde. Et faut se dire que j'ai eu une enfance un peu particulière, mais aussi, mon neveu, qui est le fils de ma sœur, le fils aîné de ma sœur, passait... quand j'ai eu cette idée-là, venait de passer un peu l'étape des diagnostics pour des exceptionnalités que lui a. Il y en a 2. Donc, ça nous fait nous poser des questions par rapport à nous. Puis souvent, je regardais comment... il s'appelle Isaac, là, c'est pas un secret, c'est lui qui m'a aidé dans le livre, Isaac Lebel. Je regardais comment il fonctionnait, puis je voyais beaucoup de choses quand moi, j'étais plus jeune. Mm-hmm. Donc, pour moi, c'est venu comme naturellement comme ça, en me disant, toute cette couleur-là que les gens qu'on dit hors de la normalité ont, mais il faudrait qu'on la mette de l'avant, puis il faudrait qu'on voit que c'est beau.
Puis j'ai vraiment beaucoup de proches qui sont pas dans la... Là, à chaque fois que je vais dire normalité, imaginez-vous que je mets des guillemets. Oui, bien sûr. C'est ça, fait que, tu sais, qui sont pas dans la normalité, là, je pense que le 3/4 de mes proches sont neuro-spicy, comme je dis. Et pourquoi vous vous adressez justement à un jeune public? Est-ce que c'est grâce à Isaac? Oui, c'est un peu grâce à lui, mais à la base, c'était aussi parce que j'avais envie d'un défi. C'est pas évident d'écrire pour un public adolescent. Je vous crois. Puis j'admire vraiment les gens qui font leur carrière avec ça parce que ça demande d'être vraiment à l'affût de beaucoup de choses. Des changements dans le langage, des changements dans les modes, dans les tendances, de rester vraiment à l'affût de tout. Puis avec les réseaux sociaux, ça va vraiment vite, là. Fait que, puis ça demande une façon d'écrire qui est différente. Je trouve qu'il est moins figé. Fait que ça, c'était un défi. Puis aussi, ben, c'est les jeunes qui vont avoir vécu ces diagnostics-là. Disons, peut-être soit quand ils sont enfants, s'ils sont assez chanceux pour qu'on leur offre ça. Ben, il y a des gens qui vont dire qu'avoir le diagnostic, c'est plus lourd que de ne pas l'avoir, mais au moins, ça donne accès à certaines aides. Qu'est-ce que vous en pensez, Noémie? Oh mon Dieu, c'est pas ma spécialité. Non, mais est-ce que vous trouvez que c'est plus facile d'avoir un diagnostic ou pas? Je le sais vraiment pas. En fait, en tant qu'ancienne enseignante, là, j'ai quand même un bac en enseignement du français langue seconde, puis ayant travaillé avec des gens qui avaient des spécificités d'apprentissage, là, tu sais, qui avaient, on peut appeler ça des difficultés, des troubles, mais qui n'en prenaient pas comme les autres pendant 10 ans en alphabétisation populaire. C'est sûr que je peux pas dire que les services qu'on pourrait offrir si le système fonctionnait bien, et là, je parle du système, c'est utile. Fait que ça prend le diagnostic pour ça, mais est-ce que ça change quelque chose dans la façon dont la personne se voit? Peut-être pas. Peut-être pas. Noémie, j'ai envie de vous demander de nous lire un passage, justement, de Tête boule disco, s'il vous plaît. Oui, j'y vais. Alors, il paraît qu'il y a des gens qui ont une tête de chalet, une tête calme avec vue sur la forêt ou sur le lac. Une tête qui rentre dans le moule, qui ne dépasse surtout pas, qui est lisse, lisse, lisse comme un beau miroir. Une tête sans faille, avec à l'intérieur des personnes qui font du patinage artistique, des triples axels, des doubles boucles piquées et qui retombent toujours gracieusement sur leurs patins. Moi, ma tête, c'est une maison hantée, une tête boule disco, une tête qui a mangé trop de sucre. C'est des vagues de marée d'automne, des tempêtes de neige avec rafales à 100 km/h, des éclairs noirs, des vides sous mes pieds. À la maternelle, ça inquiétait que je ne réponde pas toujours à mon prénom, que je ne regarde pas toujours dans les yeux, que je n'arrive pas à attacher mes souliers moi-même. Je préférais collectionner les informations que de tenir les algues de mes lacets ou celles d'un nom qui ne voulait rien dire pour moi. Ma mémoire est un festival, un arc-en-ciel. Je garde tous les petits détails, toutes les pépites pour en faire un immense gâteau de fête. Je parle mon propre langage depuis le début. Mes parents ont construit un dictionnaire pour apprendre mon code. Je continue de créer des mots que je suis la seule personne à connaître, des mots encore, comme des chants. Ce que je trouve pour me raconter. De toute façon, la normalité, ça n'a pas de véritable définition dans mon encyclopédie. Je peux bien inventer la mienne. Noémie Pomerleau-Cloutier, j'aimerais qu'on se déplace sur la Côte-Nord, le temps de parler de La patience du lichen, publié en 2021. Il a été finaliste au Grand Prix du livre de Montréal. Puis, vous avez reçu le prix du calque, œuvre de la relève à Montréal, en 2022, alors que vous aviez plus de 40 ans. Quelles ont été les émotions? Qu'est-ce qui est monté en vous de recevoir ce prix-là à 40 ans, qui est pour la relève? Bien, en fait, j'avais 44 en plus. Ah oui. Donc, mais j'ai publié mon premier livre, là, Brassé de Varech. J'étais au bord d'avoir 40. D'ailleurs, c'est un peu une blague. Mon éditeur avait demandé mes coordonnées et tout
pour, pas mes coordonnées, mais ma date de naissance pour le soumettre à Émile Nelligan, au prix Émile Nelligan. Puis je lui ai dit, mais c'est pas possible, j'ai plus que 35. Je trouve bien. Donc, c'est possible d'écrire un livre à presque 40, son premier. Non, j'étais très fière de ce prix-là. En fait, j'étais vraiment surprise. C'est ça? Il y avait, en fait, on doit appliquer à ces choses-là. Fait que j'avais appliqué, mais tu sais, j'avais demandé est-ce qu'il y a une limite sur l'âge, parce que parfois, la relève s'arrête à 35. OK. Alors que c'est un peu drôle parce que on peut être relève dans quelque chose toute notre vie. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que j'étais vraiment fière. Puis je me suis dit en même temps, ça prouve aux gens que c'est possible de faire des choses passé 35 ans. Il pourrait appeler ça autrement que la relève, pensez pas? Mais ça peut être... Il y en a d'autres qui appellent ça artiste émergent. Mm-hmm. Je pense que Culture Bas-Saint-Laurent, c'est artiste émergent ou émergente de l'année. Oui. Ouais. Et vous êtes natif de Bécomo. Vous empruntez le chemin de la poésie pour partir à la rencontre des communautés de la basse Côte-Nord. Vous avez rencontré plus de 120 personnes sur ce territoire-là. Mm-hmm. Il s'agit d'une quête identitaire en parcourant les coins les plus reculés de votre région natale. Parlez-nous du processus de création qui est quand même assez fantastique. Premièrement, je suis pas née à Bécomo, mais c'est pas grave, là, c'est très compliqué. Je suis vraiment un produit des régions, là. Je suis née dans une autre région, j'ai vécu dans une autre, puis je suis arrivée quand j'étais adolescente sur la Côte-Nord, mais pour moi, c'est mes origines. Fait que ça vient à ça. C'est juste tout d'un coup que quelqu'un de Bécomo décide là, de dire non. Non, elle dit pas la vérité. C'est ça. Mais bon, bref, c'est ça. Ma mère est encore là, ma sœur est encore là, donc Bécomo, c'est chez moi. La Basse-Côte-Nord, en fait, ça faisait longtemps que ça me fascinait. Donc, la Basse-Côte-Nord, là, le début de cette région-là varie selon où la route termine. Mm-hmm. Donc, en ce moment, c'est de Kegaska à Blanc-Sablon. Là, en 2025, la route va arriver à La Romaine. Donc, je sais pas si là, Kegaska va rester en Basse-Côte-Nord, mais je me lancerai pas là-dessus parce que là, je vais créer un tollé en Basse-Côte-Nord si je parle de ça. Mais la façon de créer, c'est que j'avais déjà décidé d'aller dans chacun des villages, mais de faire au début que les escales du Bella des Gagnés et rencontrer les gens au quai et sur le bateau. Il faut dire que le Bella des Gagnés, c'est un bateau. Oui, c'est un bateau, donc c'est le navire ravitailleur qui part de Rimouski. Alors ça, c'est le running gag en Basse-Côte-Nord maintenant. Noémie est déménagée à Rimouski, elle peut juste prendre le bateau pour venir nous retrouver. Plus facile. Mais c'est ça. Mais dès le départ de ce projet-là, je me suis rendu compte que ça ne marcherait pas, qu'il faudrait que j'aille dans chacun des villages quelques jours, une semaine ou plus au moins, pour pouvoir rencontrer les gens, parce que c'est pas comme l'ancien bateau, le Nordic Express ou le Fort Mingan qu'on voit dans les films de Pierre Perrault. Là. Ouais. Ceux-là se rendaient plus près du village, fait que les gens étaient toujours au quai. Mm-hmm. Alors que le Bella, il est très gros. Okay. Donc, il peut pas se rendre dans des petits ports, alors il faut que ça soit plus loin du village. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée, j'ai fait plusieurs phases de recherche. Première phase de recherche à l'été 2018, Tête à la baleine, Chevry, Harrington Harbour. Oui. La deuxième, ça a été à l'hiver 2019. Pacoashippi et Saint-Augustin sont séparés par une rivière et elle était très gelée cet hiver-là, ce qui a été une chance pour moi. Oui, en motoneige. Oui, en motoneige ou à pied, elle se traverse à pied aussi. Puis la troisième phase de recherche, c'était à l'été 2019. J'ai fait tous les villages autour de Blanc-Sablon. Donc, il y a un petit bout de 72 km là, de 138 à cet endroit-là. Après ça, j'ai fait La Romaine et Unamen-Chipou. La communauté autochtone juste à côté, et Kegaska pour la fin. Et là, la dernière phase devait être en mars 2020. Ah, oui. Pour la Tabatière et Motten Bay, que j'ai terminé au téléphone. Oui. Parce que, à cause de la COVID, mais en même temps, j'avais aussi fait mes preuves dans les autres villages. Donc, ce que je faisais, c'est une belle participation. Oui, c'est ça. Ce que je faisais, c'est que j'avais quelqu'un sur place que j'avais contacté qui m'aidait à organiser les entrevues, qui m'aidait à organiser les transports, l'hébergement, parce que quand il n'y a pas de route, c'est le skidoo, le 4 roues, la chaloupe, des mini-traversiers, l'hélicoptère. Ouais. Donc, cette personne-là arrangeait les entrevues. Puis, sur le terrain, je faisais ces entrevues-là. Puis, des fois, il y avait des entrevues de prévues. Des fois, il n'y en avait pas. Il y avait d'autres gens qui se rajoutaient. J'ai eu plein de situations, là, dans une chaloupe avec quelqu'un, dans le salon d'une personne. Sur le Bella des Gagnés, mon premier été, j'ai été vraiment chanceuse. J'ai rencontré beaucoup de gens à ce moment-là aussi. C'était quoi l'objectif? C'était de mettre en lumière ces gens-là? À la base...
Oui, à la base, c'était de comprendre qu'est-ce qui faisait que ces gens-là restaient. C'était quoi leur rapport au Saint-Laurent. Oui. Première entrevue, Kegaska, ils vantent. Je suis vraiment nerveuse, je vais prendre le Bella, je suis assise là, puis là, il y a un monsieur qui vient me parler, puis je lui dis « Ah oui, et c'est un pêcheur de crabes. » Et je lui demande « Ah oui, mais c'est quoi votre rapport au Saint-Laurent, tu sais? » Le gars me dit « À la mer, tu veux dire? » Je suis là « Ben oui, Noémie, bravo dans ta tête, tu sais. » C'est clairement même plus l'estuaire rendu là, c'est le golfe, c'est la mer. Ben Je suis là « Oui, à la mer. » Puis là, il était tout gêné, puis il m'a dit « Ben, je le sais pas. » C'est un pêcheur de crabes. Fait que je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Fait que finalement, je me suis dit, non, là, mes questions, ma liste de questions, oublie ça. Je vais juste chasser avec la personne, lui demander d'où elle vient, si elle est en train de revenir à la place d'où elle vient ou si elle vit là, c'est quoi sa vie. Puis à un moment donné, c'est sûr que ça va... Toutes ces choses-là vont passer dans l'entrevue. Oui. Fait que finalement, je me suis fait raconter beaucoup plus d'histoires très intimes que d'histoires de territoire, mais c'est pour ça que je me suis dit, OK, là, je vais lier l'intime au géographique parce que ça forme notre territoire intime, notre territoire où on vit. Oui, on va y revenir au territoire qui est vraiment très, très important dans votre création et je pense dans votre manière de vivre. Il y a une belle citation de la patience du lichen. « Je me suis rendue là où le golfe Saint-Laurent est chemin, là où la route de neige sauve de l'isolement, là où l'immensité et l'intimité maillent le territoire. » Mais c'est magnifique ce que vous écrivez, Noémie. J'ai lu les trois recueils, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'immensité et l'intimité d'un territoire? Oh, c'est une très belle question, ça. Wow! C'est l'immensité des gens, je pense, pour moi. En tout cas, quand je pense à la Basse-Côte-Nord, oui, c'est vaste. Oui, il y a le golfe dont on voit plus la fin, à part à certains endroits. Là, à Blanc-Sablon, on voit Terre-Neuve. Mais oui, il y a les espèces de mornes, les montagnes, la mousse à perte de vue. Des forêts, parfois, à perte de vue. On a l'impression qu'il n'y a pas d'arbres, mais c'est pas vrai. Des grandes rivières, des immenses rivières, mais il y a des immenses personnes qui vivent là. Il y a des immenses cœurs. Fait que moi, l'immensité, pour moi, en Basse-Côte-Nord, c'est le cœur des gens. Est-ce que vous voudriez nous lire un petit passage J'ai essayé de choisir, d'avoir des anglophones, des communautés anglophones, francophones et inous. Là, c'est le Oui, c'est ça. vécu. Puis il y en a d'ailleurs. Il y a du inou, il y a de l'anglais dans il y a des trucs pris vraiment directement en anglais et en français, des paroles des gens. Mais les vers en inou à Imoun c'était des vers en français que j'ai fait retraduire parce que je n'étais pas capable d'aller rechercher. Mais bon, on y va. Alors, j'ignore ce que je viens chercher. Je n'ai jamais réussi à poser mes pieds. Le sol est toujours meuble. Les bouts du monde où j'ai appris à fuir. Peut-être un coin de mousse où me déposer dans les voies du territoire. Peut-être un mouillage pour mon plexus. Je voudrais pouvoir, comme eux, rester. Kegaska. Elle a grandi entre la rivière et la mer avec la charge des chiens. Le dimanche, quand l'eau était la route, la tablée de sa mère ne manquait jamais de chaise. Elle a mémorisé le miracle des conserves. Toute sa vie, elle a nourri les autres. Maintenant que les maisons viennent par les cailloux de la 138, elle rêve. Ses yeux forts me racontent un endroit où on prendrait soin des anciens jusqu'à la fin. Vous avez écrit, Noémie Pomerleau-Cloutier, dans l'avant-propos de La patience du lichen. Le voyage est-il une demeure? Est-ce que vous pouvez nous donner la réponse? Oh, je ne sais pas si j'ai une réponse à ça. Le voyage est-il une demeure? Ben, moi, en tout cas, dans ma vie, je pense que oui. Je pense que quand je suis en voyage, il faut que je me crée une maison. C'est souvent comme je suis à la Terre-Neuve les 2 derniers étés pendant comme 1 mois et demi à 2 mois et demi. Même, fait
ma voiture était devenue ma maison, puis j'essaie de me créer une maison aux endroits où je vais. C'est pour ça que je me rends compte que d'être partie genre en vacances puis faire une journée ou 2 jours à la même place, à une place, puis après ça changer, pour moi, ça, c'est plus difficile que de m'installer, même si c'est pour 3, 4, 5 jours à quelque part. On dirait que ouais. Puis j'ai toujours eu envie d'aller habiter, ou presque, les endroits où j'ai voyagé. C'est-à-dire? Ben, par exemple, j'ai travaillé longtemps en Afrique de l'Ouest pendant des périodes, puis tu sais, c'est sûr, ça devenait ma maison. Même si c'était 3 mois, ça devenait ma maison, puis après ça, je rêvais d'y retourner y vivre. Ah oui, OK. À un moment donné, j'étais en Guinée, puis j'étais dans une région qu'on visitait dans la Guinée, qui est le Fouta-Djallon, qui est magnifique, qui pourrait peut-être s'apparenter de ce que j'ai entendu au Rwanda, donc des montagnes avec un climat tempéré assez, puis des moutons, puis sévères, puis j'étais rendue à me penser que j'allais me starter un élevage de chèvres. Ah oui, là, OK. Donc, vous tombez un peu en amour avec l'espace. Ben, en fait, il faut que je tombe en amour avec, sinon j'aimerais pas mon voyage. Non, c'est puis sûr, souvent, je tombe en amour avec les gens de l'espace aussi, tu sais. Ouais, fait que oui, peut-être que le voyage est une demeure. Dans mon cas, en tout cas. Oui, donc la réponse, ça serait oui. Oui, je pense que oui. Fasciné depuis votre enfance par le bout de la route 138. C'est quand même quelque chose. Vous êtes allé au-delà de cet espace. Parlez-nous, vous parlez des territoires morcelés et ces luttes sans trêve. Des territoires en Basse-Côte-Nord ou des territoires en général? En Basse-Côte-Nord. C'est un endroit qui n'est pas connu du Québec, du reste du Québec. À cause de la faim. À cause de la faim, puis c'est très près de... En fait, c'est à la limite du Labrador. Ça a déjà été le Labrador, ce territoire-là. Et c'est à la limite de Terre-Neuve. Et souvent, par exemple, si les gens disent « Ah, je viens de la Basse-Côte-Nord », les jeunes vont étudier à Québec ou Montréal, on leur demande « Oui, OK, ben Côte-Nord, on a entendu, on peut se dire Tadoussac, le 3/4 du temps. Puis moi, je suis comme, Tadoussac, c'est quasiment le Saguenay rendu là. Oui. C'est l'entrée. Alors, Tadoussac, Bécomo, Sept-Îles, mais passé Sept-Îles, il n'existe C'est vrai rien. Que la Côte-Nord, pour nous, c'est ça. Ben, c'est très grand aussi. Oui. C'est ça. Donc, je pense que la situation est inconnue, la situation géographique est inconnue de la majorité des Québécois. Aussi, la situation linguistique et culturelle. Je veux dire, c'est une région du Québec qui est aux frontières du Labrador. Donc, il y a des populations qui sont là depuis des millénaires. Les Inuits sont là. Et du côté du Labrador, on a les Inuits du Sud. Mais c'est sûr qu'il y avait des Inuits là aussi, c'est à la même hauteur. Donc, à un moment, il y a les Inuits donc, les Inuits ont été là ou sont encore là. Il y a les Inuits qui sont là. Ensuite, est venue une colonisation majoritairement anglophone. Donc, c'est une minorité anglophone et qui parle l'inuaïmoun dans une majorité francophone, dans une majorité anglophone, d'habitude, tu sais, comme au Canada. Fait que c'est assez spécial. Oui. Il y a ça, il y a des... Il y a plein de trucs dont on ignore l'existence. Comment on vit quand, pour se déplacer, pour avoir des soins de santé, il faut se rendre à 400 km de là en avion. Comment on vit quand on doit sortir de la région de la sous-région, disons, de la Basse-Côte-Nord pour aller à 7 mois de grossesse, pour aller mettre au monde notre enfant dans une autre ville. Comment on vit quand notre tournoi de volleyball entre les écoles de la Basse-Côte-Nord, il faut prendre l'hélicoptère pour le faire. Effectivement. Ou quand la saison des visites et des vacances et des parties, c'est l'hiver, parce qu'on doit prendre la motoneige pour se rendre... C'est là où on est libre, l'hiver, alors que les gens voient ça au contraire. Pour nous, c'est l'inverse. Peut-être dans le Québec métropolitain, entre guillemets. Oui, c'est ça. Et à la page 35 de La Patience du lichen, on peut lire « Or, tout au long des voyages, ce sont presque toujours les femmes qui me guideront, me nourriront, m'hébergeront. Je trouverai mes héroïnes, mes sœurs, mes tantes, mes mères et mes aïeules quelque part entre les vagues. Quelle place occupent les femmes dans votre vie? » Pour moi, c'est la racine puis le cœur de tout. Je veux dire, je suis féministe, je vois pas comment ça pourrait être autrement. Puis toutes les femmes de toutes origines, les femmes qui sont nées femmes, mais les femmes qui ne sont pas nées non plus dans un corps de femme et qui s'identifient comme femmes. Pour moi, ça, c'est très important aussi. Là. Je trouve qu'il y a beaucoup d'angles morts au féminisme. Là, puis
des femmes qui n'ont pas le même vécu que moi, qui n'ont pas la même origine que moi aussi. C'est sûr que le vécu des femmes autochtones me touche particulièrement parce que mon père a travaillé pour les Inuits de Pessamit. Moi, j'ai côtoyé beaucoup les Inuits dans ma vie, mais aussi dans ce projet-là avec la Patience du Lichen. Puis en Basse-Côte-Nord en particulier, oui, les hommes vont à la chasse, vont trapper, mais les femmes nourrissaient des familles avec rien. Mm-hmm. Les femmes francophones de Tête à la Baleine, dont les ancêtres sont acadiennes, donc ont vécu la déportation, les femmes dont les ancêtres sont terre-neuviennes, qui ont vécu tous les moratoires, toutes les famines possibles auraient pu avoir lieu, puis elles ont tenu le fort. Mm-hmm. On peut parler de femmes nourricières, mais dans toutes les sphères? Oui, puis de femmes... Autant alimentaires qu'intellectuelles, que émotionnelles, oui, je pense que spirituelles aussi. Oui, puis des femmes de tête, puis des femmes fortes, surtout. Oui. Au-delà de nourrir, là, c'est... Oui. Ben, en tout cas, nourrir les idées aussi, nourrir le feu. Exactement, tout à fait. Quel chemin vous tracez entre les territoires intimes et les territoires géographiques? Je réfléchis encore beaucoup à ça dans certaines choses. Là, j'ai fait beaucoup d'applications dernièrement pour des centres d'artistes et tout. Puis, c'est ça. Je pense que la façon dont on habite nos vies, ça se reflète dans la façon dont on habite nos territoires. Mm-hmm. Donc, le regard qu'on va porter sur le territoire, l'attention qu'on va porter au territoire, la façon dont on va traiter le territoire. Visiblement, on est beaucoup à pas être très bien dans nos vies parce qu'on traite pas notre territoire comme il faut. Mm-hmm. Puis pourtant, c'est ce territoire-là qui nous nourrit puis qui nous tient. Oui. Fait que je pense que, je suis encore en train d'explorer cette relation-là. Mais pour moi, c'est définitif que ce qu'on vit à l'intérieur de nous se reflète dans le territoire qu'on habite, mais aussi le territoire sur lequel on est, le territoire qu'on emprunte, va aussi influencer notre façon d'être. Je sais que j'avais besoin de quitter Montréal parce que ce territoire-là ne me nourrissait plus, même s'il y a plein de choses merveilleuses à Montréal. Puis, dont je m'ennuie parfois, mais j'avais besoin d'être sur le bord de l'eau. Oui, c'est ça. C'est l'eau qui vous a ramené ici. Oui. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marthe Saint-Laurent. Je suis en compagnie d'une femme d'inspiration, Noémie Pomerleau-Cloutier, autrice, médiatrice culturelle, intervenante et brodeuse. En 2022, sur vos réseaux sociaux, Noémie Pomerleau-Cloutier, vous avez évoqué ouvertement le deuil par suicide de votre père, André. Un trauma qui vous avait touché en 1997. Cet événement est d'ailleurs le sujet de votre premier recueil, Brasser le Varech, publié en 2017. Que manque-t-il pour une sensibilisation plus efficace à la santé mentale, d'après vous? Oh wow, c'est vraiment une bonne question. En fait, je pense qu'on s'améliore là, par rapport à la sensibilisation. Il y a beaucoup plus d'ouverture par rapport aux problématiques de santé mentale maintenant. Ce qui manque cruellement, selon moi, c'est du financement. Oui. En fait, le gouvernement devrait financer massivement l'accès à des psychologues, des travailleuses sociales, des psychiatres. Mm-hmm. On devrait avoir accès à ça beaucoup plus facilement, à des groupes de soutien, des groupes d'entraide. Des congés pour santé mentale devraient être plus accessibles.
On parle juste du burn-out. Hein? Oui, puis même à ça, le burn-out, ça fait beau avoir ça. Hein. C'est pas beau avoir une dépression, mais un burn-out, ça veut juste dire que on est tellement efficace qu'on s'est brûlé à la tâche, mais dans le fond, c'est un autre nom pour une sorte de dépression. Absolument, tout à fait. Je pense qu'il manque aussi beaucoup de discussions sur le sujet et de discussions ouvertes et de voir ça comme un problème de santé. Oui, qui affecte un individu. Oui, au même titre que de la santé physique. Ben oui, si on a du diabète, on va prendre l'insuline, n'est-ce pas? Oui. Ben si on a un trouble anxieux, on va prendre des antidépresseurs qui vont baisser notre anxiété. Je pense que nos modes de vie aussi, il faudrait les regarder. Ça, c'est toutes des choses qui, pour moi, manquent. Et aussi, il faut regarder au-delà des causes individuelles. Pour moi, la façon dont la société fonctionne, une société qui est vraiment pas égalitaire, une société qui donne pas des chances à chacun, tu sais, l'augmentation du coût des loyers, l'instabilité par rapport au loyer, l'instabilité économique, pas savoir si on est capable de manger à la fin du mois, c'est sûr que ça augmente les problèmes de santé mentale. Oui, c'est de l'anxiété au maximum. Tu sais, si on investissait dans une meilleure qualité de vie pour les gens puis une meilleure qualité de soins, peut-être que ça coûterait moins cher humainement, individuellement et collectivement en bout de ligne. Et vous aviez 19 ans au moment du décès de votre père et vous avez écrit sur vos réseaux sociaux « Je considère maintenant qu'on ne se remet jamais complètement de ça, mais on apprend à vivre avec la situation sans la personne, en dépit de ce qui est arrivé, en acceptant que la souffrance a gagné. Il est difficile d'accepter de voir quelqu'un, un être qu'on aime souffrir, de se savoir impuissant aussi, c'est incroyable. Et c'est aussi difficile à comprendre, cette maladie-là. Est-ce que le passage du temps favorise l'acceptation? Est-ce que c'est possible d'accepter? Je pense que c'est possible d'accepter d'une certaine façon certaines choses. Je veux dire, c'est possible d'accepter que la personne a tellement souffert que c'était la seule solution qu'elle voyait. Puis j'aime même pas le mot solution. Mais en fait, je préfère le mot solution au mot choix ou option. Je pense que... C'est pas vraiment un choix. Non, la personne a tellement mal que c'est la seule issue. Et voit plus nécessairement clair. Et je pense aussi que tout le monde a déjà, ou presque en tout cas, a déjà contemplé l'idée de sa propre mort. Je crois que oui. Puis qu'on devrait un petit peu déstigmatiser ça. Ça veut pas dire que parce que tu as envie, à un moment donné, que les choses s'arrêtent, que tu vas nécessairement passer à l'acte. Mais je pense que c'est important d'en parler. Et déjà, d'en parler, c'est déjà aider. Fait que je pense qu'on peut comprendre fondamentalement des choses avec le temps. Je pense qu'il y a des blessures qui s'amenuisent, mais je ne pense pas que ça se referme jamais. Oui, je comprends. Vous avez 46 ans, Noémie, et votre père s'est enlevé la vie à l'âge de 44 ans. Comment vous êtes-vous sentie la journée de vos 44 ans? Est-ce que ça a été difficile? Oui, ça a été une année très difficile, l'année de mes 44 ans. Là, j'arrive plus, j'ai plus le nom du symptôme là, ou du syndrome ou le nom scientifique de la chose, là, mais c'est prouvé en psychologie. C'est comme un effet miroir. Donc, quand tu arrives à l'âge où ton parent est décédé ou un événement important est arrivé à un de tes parents ou à un proche, là, des choses comme ça, il y a une espèce d'effet psychologique qui fait que ça peut être difficile cette année-là. Je me suis vraiment demandé comment j'arriverais à vivre plus vieille que mon père. Puis, est-ce que j'avais le droit? Voilà, je pense j'avais le mot autorisation en tête. Est-ce que j'avais le droit? Et si oui, comment? J'ai toujours pas eu la réponse à ça. Je pense que j'ai le droit, vu que je suis là. Mais comment? Ben en fait, je me suis dit, je vais essayer de... Je sais pas. Ben je pense aussi que tous les changements de vie sont arrivés après ça. Hein? Donc, tu sais, j'ai laissé mon emploi, j'ai laissé mon conjoint de plusieurs années, j'ai laissé Montréal. J'ai laissé surtout Montréal. Mon emploi, je l'ai laissé un peu parce que je ne pouvais plus être à Montréal, parce que je serais encore là sinon. Je pense que ça a été une façon de survivre à ça. Mais oui, ça a été une année spéciale. Tu sais, en même temps, la même année où j'ai eu l'œuvre de la relève, mais tu sais, est-ce que j'avais le droit
d'accepter ça. En tout cas, tout ça, c'était compliqué. L'autorisation, c'était compliqué. Lorsque vous avez écrit « Brasser le varech », vous avez en quelque sorte remué par le ressac, le chagrin et le deuil. Qu'est-ce que ça apporte de revisiter ces lieux-là de souffrance, de tristesse? Est-ce que c'est pour donner une compréhension, accéder à un pardon, accepter, réécrire l'histoire? Oui, il y a eu un peu de réécriture de l'histoire quand même. Il faut aussi dire aux gens qu'en poésie, il y a quand même aussi de la fiction. Puis là, j'ai tiré ce qu'ils appellent la théorie du seuil là, assez large. Là. C'est comme, j'ai utilisé la flore laurentienne et d'autres ouvrages de botanique, dont les guides de Fleurbeck. Je salue ici l'héritage de Gisèle Lamoureux chez Fleurbeck. Pour exprimer des émotions. Fait que je suis allée un peu jouer là-dedans. Mais ça m'a permis peut-être de comprendre à quel point cet événement-là avait marqué ma famille aussi, avait fait de moi l'adulte que je suis. Un petit peu brisée, mais recollée par bout. Comme la poterie japonaise recollée là, avec de l'or du kintsugi, là, un petit peu. Là. Fait que, il y avait beaucoup de dimensions à ce recueil-là, mais je pense que je pensais pas que les gens allaient le lire autant. Parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté de le lire là, en public parce que ça me ramène toujours... ça vous ramène toujours là? Au moment où mon père meurt. Et c'est pas nécessairement confortable devant un public, je dirais. Tout à fait. Est-ce que d'après vous, est-ce que c'est une bonne idée? Ma question, elle va peut-être vous paraître étrange, mais est-ce que c'est une bonne idée de brasser le varech? Je brasse toujours un peu le varech si on pense que brasser le varech, c'est un peu brasser la cage. Oui. Je le fais de différentes façons dans ma vie, mais je pense que c'est important d'aller brasser des choses pas nécessairement faciles pour soi. Les gens vont choisir la façon de le faire. Mais je pense qu'il faut y aller. Est-ce que faire une thérapie, c'est pas aller brasser le varech? Absolument. Excellente question. C'est ça. C'est juste qu'on paye quelqu'un pour le faire. C'est ça avec soi. Mais c'est important aussi d'être accompagné professionnellement pour ces choses-là. Tu sais, j'ai été très accompagnée professionnellement par des thérapeutes dans ma vie. Puis je salue mes thérapeutes, que je ne nommerai pas. Alors, je vous remercie, les filles. C'était des femmes. C'était des femmes. Donc, vous trouvez que c'est une bonne idée d'aller, même si ça fait mal? Oui, mais je pense qu'il faut choisir le moment de le faire et avec qui le faire et comment le faire. Ma façon n'est pas la façon de tout le monde. Non, tout à fait. Puis, ça veut pas dire que ma façon est meilleure ou que celle d'une autre personne est meilleure. Je pense qu'il faut... Mais il faut aussi prendre soin... moi, il faut faire ça en prenant soin de soi, mais prendre soin de son entourage aussi. Noémie Pomerleau-Cloutier, vous avez un baccalauréat en enseignement, comme vous avez mentionné au début, en français. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix-là de carrière? C'est en français langue seconde. Pour moi, c'était... c'est venu sur le tard aussi. J'ai fait mon bac, j'ai commencé mon bac à 25 ans. Il y a un secret que certaines personnes savent. J'ai déjà été hygiéniste dentaire dans une vie avant. Ah oui, OK. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça. J'aimais beaucoup vivre à l'étranger, voyager, rencontrer des gens de plusieurs cultures. Fait que pour moi, un baccalauréat en français langue seconde, ça me donnait toutes ces possibilités-là. Puis assez tôt, je me suis intéressée aux adultes qui apprennent le français comme langue seconde. J'ai exigé que mon dernier stage, parce que le dernier stage, on pouvait le faire soit secondaire, soit primaire, soit mélangé. Et moi, j'ai demandé d'avoir un stage aux adultes, mais avec des adultes immigrants peu alphabétisés en plus, donc qui ne savaient pas lire dans leur langue maternelle. Ce qu'on appelle la francisation alpha. Ça a été mon grand amour pendant longtemps. Longtemps. Oui, peut-être 4-5 ans. Vous étiez à Montréal à ce moment-là? Oui, j'étais à Montréal. J'ai adoré enseigner en francisation aux adultes immigrants. Et ça me tue en ce moment ce qui se passe en francisation. Le fait que le gouvernement dit aux gens, allez vous franciser, intégrez-vous, mais coupe massivement. Aujourd'hui, cette semaine, il y a des gens qui devaient rentrer en francisation qui pourront pas.
parce que le gouvernement a mal budgété. Mhm. C'est comme... On en fait un cheval de bataille politique, mais on ne l'applique pas. Bon, mal budgété volontairement ou pas. Hein, je ne me rendrai pas là parce qu'on serait encore ici dans 2 heures. La question se pose. Mais non, c'est ça. Pour moi, c'était une façon d'apprendre auprès de personnes qui ont un vécu différent du mien et de leur donner une autre chance de vivre une autre vie. Mais j'ai appris beaucoup plus avec ces gens-là que moi, je leur ai appris. Là. Ah oui, vous voyez ça comme ça? Oui. Mais c'est bien parce que, par exemple, il s'en rappelle pas, mais la semaine dernière, il y a 2 semaines, je suis allée à Montréal. Il a fallu que je renouvelle ma carte de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Oui. Et le préposé qui m'a répondu, je lui ai déjà dit il y a comme 2 ans, mais c'est un ancien élève de francisation. Pas à moi, mais du même centre. Et je me rappelais de cet homme-là et je me rappelle de son nom. Et ben ça, c'est cet homme-là, le fait qu'il travaille à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec à l'accueil du public, c'est directement grâce à lui. Oui. Grâce à lui et à sa francisation. Oui, absolument. Et de quelle manière, Noémie, vous défendez l'accès à l'éducation à tout âge? Ben, quand j'ai travaillé en alphabétisation populaire pendant 10 ans dans un organisme de Centre-Sud à Montréal qui s'appelle l'Atelier des Lettres, on a d'ailleurs un groupe ami ici à Rimouski de l'Atelier des Lettres, c'est Clé Métis-Neigette, qui fait un excellent travail. D'ailleurs, je pense qu'ils ont fait une entrevue là, récemment, là, si c'est pas ce matin, au moment où on enregistre à Radio-Canada. Oui. Et c'était très intéressant. Donc, c'est ça. Pour moi, c'était par le biais de ce travail-là. Pour moi, on peut apprendre à tout âge. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, tant qu'on nous donne les conditions pour le faire. C'est-à-dire un environnement accueillant, un environnement où il y a du temps, de la patience, un environnement où ce qu'on est comme personne est célébré d'abord, avant de voir qu'est-ce qu'on a à améliorer comme personne. Pour moi, c'est surtout ça. Puis je pense qu'on doit changer la façon dont on voit l'éducation. Mais là, si je me lance là-dessus, on est parti. Mais le système ne donne pas aux enseignants et enseignantes les moyens d'arriver à donner à tout le monde les mêmes chances. Oui, puis aussi les enfants qui apprennent pas de la même manière. C'est ça. Dans le par cœur, dans mais le système est fait d'une façon... Le système emprisonne tout le monde. Où on embarque ou on n'embarque pas. La majorité des gens fonctionnent bien dans ce système-là présentement, mais il y en a toute une partie qui ont été échappés parce qu'ils ne rentraient pas dans ce système-là. Et le système emprisonne tout le monde. C'est important de le voir. On emprisonne les enfants, les adolescents, les adultes qui apprennent et le personnel. Et surtout les enseignants et enseignantes. On menotte les enseignants et les enseignantes. On ne leur donne pas ce dont elles et ils ont besoin pour accompagner les gens vraiment, ni ce que ils et elles demandent vraiment. C'est fascinant quand même, ça, à quel point on n'écoute jamais le personnel enseignant. Fascinant et déprimant, oui. C'est ça. J'ai été polie. Vous avez commencé à écrire la poésie en 2012 et vous avez dit d'ailleurs que c'était la seule manière pour vous de vous exprimer. Et c'était durant une grosse peine d'amour. Ah oui, mon Dieu. Est-ce que la poésie attire ça? Est-ce que les poètes sont toutes et tous... d'une tristesse ou créent... Ils sont tous torturés. Torturés, oui. En tout cas, ils ne boivent pas tous. Ça, c'est un stéréotype. Moi, je ne bois pas. Et ils ne se couchent pas tous tard. Non, en fait, je pense... Au-delà de la tristesse, là, je pense qu'on vit tous et toutes des émotions. Je pense que les poètes les vivent peut-être à plus grande échelle que la majorité des gens. C'est peut-être ça. Je pense que quand on est triste, oui, on peut écrire des choses qui sont belles, mais pour retravailler un texte avec une maison d'édition, faut être en forme, en tabarnouche, pour pas dire d'autre chose. Fait que je pense que c'est plutôt la capacité de vivre des émotions et de ressentir les émotions et d'essayer de les mettre en mots. C'est plus ça que la tristesse en tant que telle. Mais ça me gêne un peu... d'avoir commencé à écrire de la poésie dans une peine d'amour.
Ben, c'est très cliché. Les grandes chansons se sont écrites à partir de peines d'amour. Ben, c'est ça. Pour moi, c'est comme un peu cliché. Puis, tu sais... c'est comme la détresse, un peu. Faut que je vive. C'est beaucoup d'émotions, une peine d'amour, quand même. En fait, c'est un des deuils les plus difficiles. Oui. Moi, je crois. Tu sais, quand la personne meurt, c'est difficile. Oui. Mais là, la personne... Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Elle continue à vivre une vie parallèle à toi. Oui. C'est très difficile. Mm-hmm. Oui. Mm. Et la poésie, qu'est-ce que ça nourrit? J'allais dire contrairement à, du roman, mais vous n'en avez pas écrit. Vous écrivez... Quand vous avez commencé à écrire, ça a tout de suite été de la poésie? Oui, ça a sorti comme ça. Okay. Ben, en fait, j'ai déjà écrit des chroniques quand je vivais en Afrique de l'Ouest là, pour ma famille que j'envoyais par courriel. Là. Mais, puis, tu sais, il y avait beaucoup d'images dedans, là, mais, tu sais, ça, c'était... Peut-être que je serais capable d'écrire un livre de chronique un peu comme Bruno Blanchet, là, mais je serais certainement pas aussi drôle que lui, ça, c'est clair. C'est encore drôle. Mais non, pour moi, c'était... C'est ça, pour moi, c'est une forme qui est assez libre, la poésie, même si souvent, on voit pas ça comme ça. Oui. En fait, la poésie, c'est pas fait pour être compris, c'est fait pour être ressenti. Oui. Fait pour moi, c'est comme ce qu'il y avait... C'est un état d'esprit. Vous avez dit, je ne crois pas que les prix font les poètes. C'est plus un état d'esprit dans lequel on se met pour appréhender la vie. Mm-hmm. Oui, je pense que c'est ça. Donc, on parle plus d'état d'esprit et... Façon de voir le monde, peut-être. Mais tu sais, la poésie peut faire de grandes choses. T'sais. Un des comptes que Instagram que je suis en ce moment en lien avec ce qui se passe à Gaza... Oui. En lien avec l'intervention du gouvernement d'Israël sur le peuple palestinien, qui est, pour moi, là, je n'irai pas de main morte, là, qui est un génocide. Oui. C'est Poets of Gaza, je crois. Puis je lis toujours des poèmes des gens de la Palestine. Récemment, il y a un livre qui a été sorti par Nada Satouf qui est sur ce qui s'est passé au Liban quand il y a eu la grande explosion, mais c'est presque prémonitoire à ce qui se passe en ce moment. Oui. Donc, c'est ça. Pour moi, même dans l'atroce, la vision des poètes est importante. Puis ce qu'on dit, ce que les poètes disent, est important à lire et à propager aussi. Puis on a un pouvoir aussi comme auteur-autrice. Il faut l'utiliser. Vous avez annoncé sur Facebook à l'automne 2023, vous aviez reçu un financement d'institutions artistiques et vous en étiez un peu gêné, car elle refuse beaucoup de gens, ce qui est vrai. Mm-hmm. De quelle manière avez-vous fait la paix avec cette belle nouvelle-là? En fait, j'essaie de célébrer aussi les réussites. c'est vraiment un travail en ce moment parce que c'est pas nécessairement facile. Et pourquoi? Je suis quelqu'un qui travaille vraiment fort dans la vie, mais qui voit pas toujours... Je sais pas comment le dire, mais c'est pas toujours facile pour moi d'accepter comme le succès. C'est ça. C'est ça. Tout est éphémère dans la vie, puis je suis bien placée pour le savoir avec l'histoire familiale que j'ai. Mais ouais, c'est peut-être un peu ça. Mais j'essaie là, de travailler à ça. Fait que je me dis que si on me l'a donné, il faut bien que je le prenne. Puis écoutez, j'avais besoin aussi de la subvention pour vivre, alors ça aide à l'accepter. Donc, vous faites des demandes de subvention, mais vous gardez dans l'idée que peut-être vous ne l'aurez pas? Oui, toujours. Toujours, OK. Comme là, j'ai déposé pour le partenariat territorial, puis je sais pas si je vais l'avoir. On est énormément d'artistes au Bas-Saint-Laurent qui ont du talent, qui ont des choses à dire, qui ont des projets pertinents en tête, puis il y a tellement peu d'argent qui est donné. Oui, puis il va en avoir de moins en moins. De moins en moins. Puis, tu sais, je veux dire, je me sentais un peu mal parce que je voyais des gens avec énormément de talent qui ne recevaient pas les leurs avec des projets qui étaient aussi légitimes que le mien. Fait que...
Oui, après, bon, tout le monde ne peut pas être gagnant, malheureusement. Non, mais il faudrait qu'il y ait plus de gagnants. Par contre, ça serait le fun que le Conseil des arts et lettres du Québec et le Conseil des arts du Canada retrouvent des budgets comme en 2020 et pas des budgets de 2016 et 2018, non, alors qu'on est rendu en 2024 avec l'inflation. On régresse. Hein? Et puis à ça, vous avez ajouté, j'ai eu des sous du Conseil des arts et des lettres du Québec pour écrire un recueil de poésie sur 30 femmes en botanique à travers l'histoire et le monde. Et en janvier 2024, vous avez écrit, j'ai décidé d'écrire un recueil sur Marcel Gauvreau pour mettre en lumière son travail scientifique par la poésie. Où en êtes-vous dans ce projet-là? Pour la première fois de ma vie, je suis en retard dans mon projet. J'en suis à la recherche parce que c'est... Puis là, je me dis qu'avec les 30 femmes, ça aurait été pire parce qu'il aurait fallu que, tu sais, même pour garder l'essence d'une personne, mettons, en 1 ou 2 poèmes, il faut faire beaucoup de recherche pour ça. Oui. Alors, je me dis aussi que j'aurais dû avoir cette idée-là quand je vivais à Montréal parce que les archives de Marcel Gauvreau sont à l'UQAM. Ouais. C'est plus compliqué à consulter de loin, mais il y a des trucs à l'UQAR ici. Puis, j'habite vraiment pas loin de la maison de son père, qui est l'édifice qui abrite la pâtisserie Les Bienfaits. Ah oui, d'accord. C'est la maison Gauvreau. OK. Donc, Marcel est né à Rimouski. C'est ça, j'en suis à regarder ses archives, puis à voir un peu les liens entre elle et moi. En fait, il y en a déjà, c'est l'une des fondatrices du Cercle des jeunes naturalistes. Et moi, j'ai été dans un camp de vacances du Cercle des jeunes naturalistes dans le Témiscouata, à Desjely, quand j'étais jeune. Puis c'est là où j'ai appris toute ma botanique. Fait qu'il y a certaines choses, elle ne s'est pas mariée. Bon, moi, j'ai été mariée, mais ça, c'est une autre histoire. Okay. Je ne le suis plus. Mais, tu sais, elle n'a pas eu d'enfant, c'est une scientifique. Puis... Autant que je sais que Marie-Victorin est une figure importante en botanique et que je respecte énormément le travail du frère Marie-Victorin, autant que j'aimerais qu'on sorte Marcel de cette relation-là et de l'ombre de cet homme-là. Je sais qu'ils se sont nourris mutuellement, là, ça ne va pas être absent de la chose, mais Marcel était une scientifique en elle-même, sans Marie-Victorin. Ah, ça va être intéressant. Je trahis pas un secret parce que vous avez une page Instagram pour Ouvrage secret. Hein? Ça porte bien son nom. Voulez-vous nous en parler? Qu'est-ce que c'est exactement? Ouvrage secret, c'est un projet de création qui lie textile et poésie. Donc, c'est sur le deuil des femmes et des personnes non-binaires. Donc, j'ai fait des entrevues, pas des entrevues directes. En fait, les gens m'envoyaient des témoignages audio, des témoignages écrits sur un deuil qu'elle avait vécu. Peu importe le deuil. Peu importe le deuil. Hein, j'ai pas voulu... En fait, les gens voulaient beaucoup me donner leur deuil au début, puis j'étais comme, non, je veux juste votre nom avec votre courriel. Puis là, après, je vous enverrai les instructions. Okay. Pour pas les hiérarchiser. Mais on a tout. On a le deuil d'un animal, on a de la maladie, la perte de quelqu'un, de quelqu'un qui est décédé. On a des peines d'amour. On a la vie parfaite qu'on n'aura pas. Cet autre enfant qu'on n'aura pas non plus. Okay. Et qu'est-ce que ce projet-là va prendre forme? De quelle manière? Ça devait être un recueil avec des photos des broderies dedans, mais là, ce recueil-là aurait tellement coûté cher. Je veux dire, c'est des broderies de 10 pouces. Fait que vous imaginez le format d'un vinyle, dans le fond, pour un livre. Fait que ça sera pas ça. Ça va être un recueil avec les poèmes. Donc, un témoignage. Par chaque témoignage, il y a un poème qui a été fait. Il y a des réflexions poétiques, philosophiques, politiques liées à ça. Et il y a une broderie avec des vers tirés du poème. Fait que dans le livre, il va y avoir poème et réflexion. Et je vais faire un projet d'exposition avec le reste. OK. Photos et tout? Non, avec les broderies. OK, les broderies. Oui, avec les broderies elles-mêmes dans le textile. On en a fait une mini à Vivace à Maria au mois d'août cet été, avec les 12 premières qui sont faites, et ça, les gens ont très bien répondu. Donc, et là, clairement, je vais m'arranger quand ça va être prêt là, pour avoir le texte aussi avec la broderie. Là, on avait juste la broderie. Donc, ça serait comme à la fois recueil de poésie et exposition en art visuel, art textile. Puis est-ce que cette exposition-là va se déplacer?
Oui, mais alors, s'il y a des galeries qui sont intéressées, faites-moi signe, parce que pour le moment, j'ai fait des applications. Il y en a une qui a été refusée, mais là, j'ai appliqué à d'autres endroits, fait qu'on attend, là. Mais j'ai bon espoir que ça circule quand ça va être plus près du moment de la publication. Et Noémie, qu'est-ce qui fait que le matin, vous vous levez? C'est une excellente question. Il y a des matins qu'on n'a pas le goût de se lever personne, il faut le dire, puis surtout dans les temps actuels. J'ai la chance d'avoir un toit sur la tête puis d'être capable de remplir mon frigo. La chance, je devrais dire le privilège. Oui. Fait que juste pour ça, je pense qu'il faut que je me lève le matin. Vous êtes contente de vous lever? Ben oui, parce que je suis relativement en santé, à part peut-être mon problème de santé mentale, mais qui est très bien géré. Bon, en tout cas, dépendant des jours, mais bon. Je pense juste ça, j'ai plus de chance que la majorité des gens. J'ai ce privilège-là d'être en vie, d'être capable de créer, d'être capable d'être logé, nourri. Je pense que juste pour ça, il faut que je me lève. Oui. C'est la vie qui vous fait lever. Ben oui, là, puis tu sais, je le réfléchis en même temps que je suis en train de te parler. Oui. Ouais. Je pense que c'est ça. Je pense que... Puis c'est tout... Peut-être, je me lève aussi pour essayer de montrer des choses que peu de gens voient. Puis que de défendre certaines personnes qui n'ont pas une voix qu'on entend. Oui. Bien, ainsi, c'est la fin de notre émission. Je te remercie beaucoup, Noémie Pomerleau-Cloutier, d'avoir accepté notre invitation. Merci à toute l'équipe, Dany Bouffard à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à très bientôt.